Il est 6h30. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Des structures de l'État ivoirien et des organisations non gouvernementales veulent lutter contre l'insécurité à la frontière Côte d'Ivoire-Libéria. À l'initiative du WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, un atelier de réflexion a eu lieu vendredi dernier, ici même à Abidjan. Georges Ibrahim Tonkara, à Boussanogo. La frontière Côte d'Ivoire-Libéria, une zone qui fut pendant des années la cible de plusieurs attaques perpétrées par des bandes armées en provenance de la frontière avec le Libéria et qui ont fait plusieurs victimes en terre ivoirienne. Mais grâce à la volonté affichée par les dirigeants des deux pays, la situation s'est nettement stabilisée. Une stabilité à mettre également à l'actif de certaines ONG et structures gouvernementales de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Ainsi, les 23 et 24 mars 2015, les représentants de ces structures et ONG se sont retrouvés à Accra, au Ghana, pour une session de dialogue sur la recherche de solutions communes pour améliorer la sécurité le long de la frontière entre les deux pays. 18 mois après cette rencontre, la partie ivoirienne s'est donc retrouvée pour faire le point sur l'état d'avancement des engagements pris dans la capitale ghanéenne. Il y a eu des engagements qui ont connu des débuts d'exécution. Ces engagements sont un peu nombreux. Mais par contre aussi, il y a eu des engagements qui n'ont pas connu de début d'exécution. Donc nous sommes en train de plancher pour voir ceux qui n'ont pas été réalisés, pour savoir les causes et puis pour voir les perspectives d'avenir pour pouvoir améliorer la situation. Au cœur de la stratégie mise en place à Accra par les parties ivoiriennes et ghanéennes, les acteurs locaux de consolidation de la paix dans les régions frontalières. Il est important de le relever parce que la situation de 2012 à 2015, tous ceux qui ont fourni des efforts, donc les forces de l'ordre, les différentes forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, il y a aujourd'hui une synergie d'efforts qui a donné aujourd'hui un résultat de pacification de la région. Les participants à la rencontre d'Accra s'étaient notamment engagés à aider les forces de sécurité et de défense dans le domaine du renseignement, l'identification des bandes et groupes armés et le développement de mécanismes communautaires pour la paix et la sécurité. Abidjan, tout en vert. La ville s'illumine dans cette couleur depuis vendredi 4 novembre, date d'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat. Une action pour célébrer cette date, aussi pour marquer l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cet accord. Ce sont donc plusieurs sites de la capitale économique qui brillent avec la couleur verte. Le lancement de cette opération s'est tenu à l'hôtel du district en présence du ministre de l'Environnement et du Développement durable, du gouverneur du district d'Abidjan et des ambassades de France et du Maroc, Konaté Moussa, RTI. C'est un décor inhabituel cette nuit à l'hôtel du district d'Abidjan. Une lumière verte brille sur le bâtiment abritant l'institution. D'autres édifices de la capitale économique présentent le même visage. Abidjan s'illumine donc en vert pour marquer l'adhésion de la Côte d'Ivoire à l'accord de Paris sur le climat. Un moment historique en cette soirée du vendredi 4 novembre 2016. Ce 4 novembre 2016, l'accord de Paris est entré en vigueur et je pense que le monde doit s'en réjouir. Et c'est la manière de la Côte d'Ivoire de marquer son contentement, de marquer sa solidarité. Il a été suggéré que dans les grandes capitales mondiales, cette entrée en vigueur soit marquée par l'illumination de monuments en verre pour bien montrer que le monde, la planète, se tourne vers le développement durable, vers la préservation de l'environnement, vers la lutte acharnée contre le réchauffement climatique. L'accord de Paris sur le climat aura donné de l'espoir à l'humanité face aux inquiétudes du réchauffement climatique. Les regards sont désormais rivés sur la COP22, le prochain rendez-vous mondial sur le climat qui se tiendra du 7 au 18 novembre à Marrakech, au Maroc. Plus de 190 États sont attendus. Direction Marchou, un village situé à 5 km de la ville de Bingerville. Il tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre et connu pour son combat en faveur des traitements plus humains des lépreux. À sa création, dans les années 40, le village comptait des centaines de malades, mais aujourd'hui, la plupart sont morts. Que devient le village Marchou? Pour répondre à cette question, suivez ce reportage de Franck Quadio. Des doigts et des orteils emportés, des visages déformés par la lèpre,
Nous sommes à Marchou, village situé à 5 km de la ville de Bingéville. Créé dans les années 40, ce village tire son nom d'Émile Marchou, un médecin-chercheur français spécialiste de la lèpre. Par le passé, vous savez que la lèpre était une maladie un peu honteuse. En face d'Abata, il y a une île là-bas. C'est là-bas les parents étaient avant. Pour que le médecin aille là-bas les soigner, il y avait un problème. Il fallait avoir une bonne embarcation pour que le médecin arrive là-bas. Raoul Fouloro est venu là, il a trouvé que non. Le médecin, c'était des Européens à ce moment, qui allaient venir, qui traversaient chaque fois, et puis souvent, il ne trouvait pas de personne, et puis, ils repartaient. Donc il fallait que les gens viennent sur ce site actuel. Il y a quelques années, Marchou abritait une centaine de malades de la lèpre. Mais aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns. Aujourd'hui où je parle, sur les 400 malades que nous avons, qui étaient là avant qu'ils ne soient nés, aujourd'hui il ne reste que 10 malades. Mais toute la population que vous voyez aujourd'hui, actuellement, nous sommes les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants qui forment le village aujourd'hui. À sa création, c'était un village modèle. Mais aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même, car confronté à d'énormes difficultés, notamment l'accès au village, un véritable parcours du combattant. Quand il pleut fort, et même le pont, là-bas il est inondé, et ici même c'est plus grave. Il y a des endroits où l'eau reste beaucoup. On ne parle pas de bitume, simplement la terre rouge pour permettre aux véhicules de rentrer facilement. Autre préoccupation pour les populations, les latrines du village dans un état qui laisse à désirer. Alternative à trouver, se soulager dans la lagune. Le jour qu'on reconstruit le village, ils ont fait 2 toilettes. Quand c'était plein, quand ça remplissait, on emmenait un véhicule pour pomper. Mais c'est rempli jusqu'à là, c'est débordé. Donc ça dit qu'on ne peut plus même aller aux toilettes là-bas. Donc j'ai oublié d'aller au bord de la lagune, quelque part, pour mettre à l'aise. Les populations de Marchou ont désormais le regard tourné vers les personnes de bonne volonté pour sortir de cette léthargie. C'est un reportage signé Franck Quadio. La campagne de démoustication dans la zone d'Abidjan Sud qui a débuté le 18 octobre dernier est rentrée en vigueur depuis quelques jours dans sa phase active. Actuellement, des agents du PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme et de l'INHP, l'Institut national d'hygiène publique unissent leurs forces sur le terrain, détruisant les gîtes larvaires, les nids de moustiques sentants et tuant à l'aide de fumée pulvérisée les moustiques adultes. L'une de nos équipes de reportage conduite par Delphine Blas les a suivis dans les communes de Port-Bouët et Trècheville. On regarde. Enthousiastes et déterminés, ces hommes mandatés par le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, ont une seule mission ici, dans le quartier derrière Waf de Port-Bouët: empêcher que les moustiques ne se développent. Cette étape est la deuxième après la phase de sensibilisation. Ici, tout ce qui est susceptible de retenir de l'eau sale est déclaré gîte larvaire potentiel, nid de moustiques. Et au passage des équipes, il est physiquement détruit. Dans les habitations, comme ici dans les maraîchers, tout est passé au peigne fin. En août 2016, Madame la ministre a procédé au lancement de la destruction des gîtes larvaires et des moustiques dans un certain nombre de quartiers de la ville d'Abidjan. Il s'agit pour nous, dans un premier temps, de faire une mobilisation sociale, de rencontrer les populations et de leur dire que le moustique se développe à proximité de leur lieu d'habitation. Par la suite, nous procédons à la destruction de ces gîtes larvaires. Derrière WAF est à la deuxième phase de la campagne de démoustication. Après la destruction physique des gîtes larvaires viendra la dernière étape, la fumigation, qui est celle qui consiste à tuer les moustiques adultes, comme ici à Trècheville. Des populations heureuses, les moustiques vont plus perturber leur nuit. Mais la fumée n'est toujours pas sans désagrément. Éternuement et tout sont aussi au rendez-vous.
Nous avons des produits qui sont destinés à l'hygiène publique, qui sont formulés avec des coformulants qui ne sont pas dangereux pour la population. L'opération de démoustication dans les communes d'Abidjan Sud a démarré le 18 octobre dernier et va s'achever le 29 novembre 2016. Une délégation ivoirienne conduite par Dosso Moussa, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, accompagnée de personnalités et d'experts, vient de séjourner à Accra, au Ghana. Au cours de ce séjour, un accord de coopération a été signé entre les deux pays pour lutter contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. Un accord qui fait donc suite à un engagement ferme pris par les deux premières dames le 13 septembre dernier à Abidjan, dans une déclaration. Reportage Issaïo. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et du Ghana, Nana Lordina Dramani Mahama, s'engage fermement à lutter contre la traite transfrontalière et les pires formes de travail des enfants. Un engagement matérialisé le 13 septembre dernier par une déclaration. Pour la mise en œuvre de la volonté de ces deux premières dames, une délégation composée de personnalités et d'experts ivoiriens était au Ghana. Malgré les efforts déployés par chaque pays pour combattre à son niveau ces phénomènes, je l'ai dit, malheureusement, ils persistent. Face à cette situation, il est apparu nécessaire de mettre en place un cadre formel d'action conjointe en vue d'éradiquer ce phénomène. Une éradication qui passe par la prise de mesures concrètes. À la suite de cet accord, les deux gouvernements ont promis de tout mettre en œuvre pour opérationnaliser les engagements pris par les deux États. Parlons musique à présent. L'artiste et chanteur Frédéric Ewi, connu sous le nom de Mewé, est à nouveau disponible dans les kiosques avec un album baptisé Illimity de 16 titres, sur lequel il a sollicité des featuring. Le professeur Awolowo célèbre une fois de plus le Zoblazo sur ce nouvel opus. C'est signé Franck Quadio. Eja. Le clip passe en boucle sur les antennes dans la pure tradition Zoblazo. L'artiste, Frédéric Ewi Mewé, de nouveau au contact des mélomanes, 4 ans après son dernier album. Le nouvel opus est intitulé Illimity. Illimity, pourquoi pour exprimer davantage mon envie d'ouverture. Une danse aussi qui n'est pas limitée, qui doit traverser les frontières en Zima. Traverser les frontières et s'inspirer de diverses influences musicales, une façon de marquer son identité, loin des clichés. Ma musique ne doit pas être limitée qu'aux valeurs du commercial, parce qu'aujourd'hui on tend plus vers les raccourcis. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on fait un album. Illimity, 12e album de la carrière de Mewé. 16 titres dans le pur style de l'artiste, mélange de genres sur fond de cuivre, rythmique de base du Zoblazo. La musique vraie, celle qui permet de vaincre le temps et rendre hommage, par exemple, à son défunt frère Deza Doblicel, ou prodiguer des conseils à la jeune génération, voire même taquiner des aînés. L'album est multiforme, des thèmes abordés sans tabou, mais aussi des messages forts. En somme, un album illimity. Album Illimity signé donc le génie de Kwalezo. La 4e édition d'Abidjan Festival, le festival des musiques du monde d'Abidjan, se déroule au Palais de la Culture de Treichville. Concours de détection de jeunes talents à travers Génération Avenir, exposition d'art plastique, théâtre sont entre autres activités au programme. Abidjan Festival s'achève ce dimanche au Palais de la Culture avec le concert de Zouglou Makers et Yabongo Lova. On retrouve Issaïo. Un festival pour promouvoir les arts en Côte d'Ivoire. Musique, art plastique, théâtre, un concours de détection de jeunes talents dénommé Génération Avenir sont entre autres les activités qui meublent l'agenda d'Abidjan Festival. Le ministère de la Culture et de la Francophonie attend de nous que nous fassions la promotion des arts et de la culture et en particulier, n'est-ce pas, la promotion de la musique. Cette année, vous constaterez que nous avons fait une innovation de taille. Il y a les arts plastiques. C'est un ceux qui travaillent à notre ambassade pour que
notre culture de notre pays, de la Fédération de Russie, sera même dès le début présente dans un modeste degré. Ensuite, on va voir. Cette 4e édition d'Abidjan Festival va s'achever dimanche au Palais de la Culture avec le concert du groupe Zouglou Makers et Yabongo Lova. En bref et en image, c'est un mot de sport dans ce journal. Football donc. L'AS Tandave, vainqueur de la 37e édition de la Supercoupe Félix Houphouët-Boigny. C'était face au CW Sport de San Pedro. Score final 2-1. Le match s'est joué hier, samedi 5 novembre 2016. Nous y reviendrons avec nos confrères de RTI Sport. Toujours en bref et en image, l'actualité hors de nos frontières à présent. L'armée nigériane a annoncé hier samedi avoir libéré une des lycéennes de Chibok, enlevée par Boko Haram il y a plus de 2 ans, près de la frontière avec le Cameroun. 21 lycéennes de Chibok enlevées en avril 2014 ont été libérées le 14 octobre par leurs ravisseurs après des négociations entre le gouvernement et le groupe djihadiste. Il en reste 196, toujours aux mains de Boko Haram. Le gouvernement espère pouvoir obtenir la libération de 83 autres collégiennes de Chibok par le biais de négociations en cours avec le groupe islamiste, maintenant divisé en plusieurs factions. En bref, en Afrique du Sud, Jacob Zuma a fait sa première apparition publique hier samedi 5 novembre après la publication du rapport explosif de l'ex-médiatrice de la République, Thuli Madonsela. La justice sud-africaine a ordonné mercredi la publication de cette enquête qui porte sur l'influence de la puissante famille d'industriels indiens Gupta, soupçonnée d'avoir appuyé la nomination de certains membres du gouvernement ou d'avoir obtenu des marchés publics frauduleux. Loin d'apparaître ébranlé, le président Jacob Zuma n'a pas hésité à narguer ses détracteurs. Les 3 ingénieurs, 2 Italiens et un Canadien, enlevés le 19 septembre dans le sud de la Libye, à la frontière algérienne, ont été libérés dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont été ramenés à Rome par vol spécial. Aucun détail concernant les opérations n'a encore été fourni par le gouvernement italien. Le maréchal des logis, Fabien Jacques, est mort la nuit dernière après avoir été blessé vendredi dans le nord du Mali par l'explosion d'une mine au passage de son véhicule blindé. Une nouvelle perte qui porte à 18 le nombre de soldats français tués depuis le début de l'opération antiterroriste française au Mali en janvier 2013. Marrakech, au Maroc, accueille du 7 au 18 novembre 2016 la 22e conférence de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP22. Ce rendez-vous annuel, qui doit être celui du passage à l'action, va devoir préparer et organiser la mise en marche du pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique, dont les objectifs ont été fixés dans l'accord de Paris. Et puis, pour terminer, le Nicaragua réélira très certainement dimanche 6 novembre, aujourd'hui donc, Daniel Ortega, crédité de 65% d'intention de vote à l'élection présidentielle. Il brigue un 3e mandat consécutif à la fonction suprême en binôme avec sa femme pour gouverner 5 ans de plus, un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Un couple présidentiel indéboulonnable à la mainmise sur toutes les grandes institutions du pays qui joue d'alliances pragmatiques mais contre nature pour asseoir son pouvoir. C'en est terminé pour ce matin. Merci de toujours suivre RTI1.